L'état des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire a été publié aujourd'hui à la BCEAO. C'était à l'occasion de la journée de diffusion des statistiques. Il en ressort que le pays a réalisé un excédent de plus de 248 milliards de francs CFA dans les échanges avec le reste du monde. Législative 2016, la course est relancée pour les deux candidats à Guiglo sous-préfecture, Marius Boué, candidat RHDP, et l'indépendant Léonard Guéhi, qui avait réalisé un même score le 18 décembre dernier, seront départagés jeudi prochain. Et puis la principale boîte noire de l'avion militaire russe qui s'est écrasée le 25 décembre dernier en mer Noire a été retrouvée. Elle a été envoyée en Russie pour des analyses afin de déterminer les causes du drame. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais tantôt, la Côte d'Ivoire se porte bien au plan économique en tout cas. L'état des comptes extérieurs du pays a été publié aujourd'hui même à la BCEAO. C'était à l'occasion de la journée de diffusion de ces statistiques. Il en ressort que le pays a réalisé un excédent de plus de 248 milliards de francs CFA dans les échanges avec le reste du monde. Adama Koné. Quelle est la santé économique et financière de la Côte d'Ivoire sur le plan international? La réponse à cette question se trouve dans l'appréciation d'un indicateur, la balance des paiements. La balance des paiements occupe une place de choix dans l'analyse économique et constitue un instrument indispensable à l'appréciation de la compétitivité de notre économie. Sa présentation permet ainsi aux autorités monétaires de recenser les besoins spécifiques des différents utilisateurs et acteurs de l'économie afin de prendre en charge leurs préoccupations au moment de l'élaboration et de la diffusion des comptes extérieurs, mais aussi et surtout dans la formulation des politiques économiques et sociales du pays. En 2015, la Côte d'Ivoire a encaissé plus d'argent qu'elle n'en a dépensé dans ses relations avec ses partenaires économiques et commerciaux. Ainsi, le solde de la balance des paiements s'est établi à 248,5 milliards de francs CFA. Si le solde est positif, il reste qu'il est en recul de 9,24% par rapport à 2014. Une baisse liée à la morosité de l'économie mondiale, influencée par le ralentissement de la demande chinoise. Mais au-delà, l'économie ivoirienne enregistre une embellie. De 8,5% en 2014, la croissance économique s'est stabilisée à 9,2% en 2015. Une performance reconnue par les gendarmes de l'économie mondiale. À la veille de la nouvelle année 2017, l'événement économique majeur pour notre pays est la conclusion le 12 décembre dernier du nouveau programme économique et financier avec le Fonds monétaire international. Ce programme, soutenu par une facilité élargie de crédit, couplé avec un mécanisme élargi de crédit sur la période 2016-2019, vise à soutenir le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre de son plan national de développement 2016-2020. La balance des paiements comprend le compte courant traçant les mouvements de biens et services, le compte capital enregistrant les dons, remises de dettes et le compte financier, consolidant les flux d'investissement directs et les prises de participation, entre autres. Nouvelle ce soir, 25 milliards de francs CFA décaissés par la Banque mondiale pour la phase additionnelle du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences. 31 000 jeunes vont bénéficier de cette phase additionnelle. Le projet va leur permettre, entre autres, d'avoir des opportunités de stage, de pré-emploi, de formation et d'apprentissage de métier. Nous y reviendrons dans les éditions prochaines avec Grace Kando. Législative 2016, la course est relancée pour les deux candidats à Guiglo sous-préfecture, Marius Boué, candidat RHDP, et l'indépendant Léonard Guéhi, qui avait réalisé un même score le 18 décembre dernier. Ils seront départagés le jeudi prochain. Pour l'heure, la campagne bat son plein sur le terrain. F. Le candidat indépendant Guéhi de Seloué Léonard et sa suppléante à l'assaut des populations. Dans la sous-préfecture de Kadé, la suppléante entretient les différentes communautés. Pendant ce temps, au quartier général de campagne, les différents représentants des bureaux de vote sont en train d'être formés. C'est un 10 représentants de mes parents. J'ai fait une promesse ferme. Je ne sais pas un député qui n'a pas d'élection qui va s'asseoir à Abidjan. Et puis j'ai un atout.
j'ai un atout. Je maîtrise le patois. C'est-à-dire, je maîtrise la culture oué. J'ai vu la culture oué. Et je suis planteur, je connais le problème des planteurs. Je suis villageois, je connais le problème des villageois. Donc je ne suis pas là pour faire des promesses démagogiques, c'est trop dit. Mais ils me verront à l'œuvre. Le candidat RHDPSA, Boy Marus, quant à lui, donne les dernières directives à son équipe avant de se rendre dans le village de Quinquin pour rencontrer les différentes communautés. Député sortant, il compte sur son acquis de la première mandature. Un député qui rassemble, en Ouest, ça veut dire la voix du peuple, porte-parole des populations, savoir trouver les moyens de dire ce que les populations pensent, savoir le dire, être leur représentant et puis un acteur de développement. Il est important pour nous véritablement de pouvoir continuer tel que nous avons fait le corps à corps, les populations, les contacts. Nous avons un projet à défendre, nous avons quelque chose, un bilan à présenter et ce bilan-là est notre premier atout. Après donc une égalité parfaite au premier tour des législatives, les deux candidats seront donc départagés le jeudi 29 décembre prochain. On évoque à présent la cérémonie de clôture du projet Triangle Pacifique de l'ONG italienne AVESI, une initiative au projet de 45 communautés villageoises des départements de Bouaké, Beomi et Sakassou. Coût global de réalisation environ 525 millions de francs CFA. Les explications de Alain Essoa et de Amadou Walter Ouattara. L'association volontaire pour le service international AVSI, cette ONG italienne, œuvre dans le social depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Elle vient d'achever son projet dénommé Triangle Pacifique en faveur de 45 communautés villageoises des départements de Bouaké, Beomi et Sakassou. L'initiative vise à résoudre les conflits intercommunautaires et spécifiquement entre agriculteurs et éleveurs de ces différentes zones agricoles. Ainsi, durant 3 années, plusieurs composantes telles le renforcement des capacités des autorités locales, l'accompagnement des agriculteurs et éleveurs, le développement communautaire ont constitué l'essentiel du contenu de ce projet. Même si le projet aujourd'hui termine, à travers les supports que ça a été remarquable de toutes les autorités préfectorales, ils pourront continuer à gérer les conflits à l'amiable. La ministre Maria Toukone, marraine de cette cérémonie de clôture, a lié les résultats du projet Triangle Pacifique aux objectifs du gouvernement, à savoir faire de la Côte d'Ivoire un pays de paix et de progrès. La voie pacifique de gestion et de résolution des conflits permet d'épargner des vies humaines. AVSI vient de nous offrir l'opportunité de comprendre que la paix dépend de chacun de nous. Il suffit parfois d'un petit pas vers l'autre ou d'une main tendue à l'autre pour briser les murs de méfiance et dissiper les suspicions. Le projet Triangle Pacifique de l'ONG AVSI Côte d'Ivoire a été cofinancé par l'Union européenne. Coût global des réalisations, 800 000 €, soit environ 525 millions de francs CFA. Et on parle agriculture toujours, avec une production annuelle de 7000 tonnes de cacao. Madagascar ne pèse pas lourd, en tout cas à côté de la Côte d'Ivoire, qui en produit plus de 2,5 millions. Mais à défaut de quantité, la grande île met l'accent sur la qualité. Sa production est très prisée par les chocolatiers car il s'agit essentiellement de cacao fin issu de plantations bio. C'est ce que nous dit Hamza Diaby. Ces cabosses de cacao sont à l'origine de certains des meilleurs chocolats au monde. Nous sommes à Abanja, au nord de Madagascar, dans des plantations estampillées, bio et équitables. Ici, les cacaoyers appartiennent aux meilleures espèces, notamment le criollo, qui donne un cacao raffiné. Il pousse sans engrais chimiques. La saison sèche les préserve des moisissures et l'insularité des maladies. Sur son hectare, Cyril cultive aussi du café et de la vanille, mais c'est le cacao qui lui permet de nourrir sa famille. Cacao plus rentable plus que la vanille parce que le cacao ça pousse toute l'année. Mais la viande, si elle ne veut pas cacao, c'est difficile. Après la récolte, les petits planteurs extraient les fèves fraîches. Ils vendent à de grandes compagnies via des coopératives locales qui s'occupent de la fermentation et du séchage des fèves. Cette semaine, Cyril a touché 70 centimes d'euros par kilo de fèves brutes, alors que le chocolat fin issu de ces fèves peut valoir jusqu'à 50 € le kilo en Europe. Nous sommes toujours exploités par les Blancs. Oui. Et nous sommes conscients de notre sort aussi. Et en plus, normalement, le prix que tous les collecteurs qui prennent maintenant,
ce n'est pas la vérité de prix. Le prix doit être triplé. C'est ça le vrai prix. La majorité des habitants de la région travaillent pour les petits propriétaires comme Cyril ou dans les grandes plantations. Le cacao fin les fait vivre mais pas s'enrichir. La valeur est ajoutée en Europe car les planteurs n'ont pas les moyens de se lancer dans la fabrication du chocolat. Même les grands producteurs comme Mava exportent l'essentiel de leur récolte aux conditions dictées par le marché. Le cacao fin n'échappe pas à la pression exercée par les grands groupes sur le marché global du cacao. La grande partie du chocolat, il est produit avec un cacao, pas des cacaos fins. Et les sociétés qui commercialisent la plus grande partie de ce cacao-là, c'est des grandes sociétés, hein, Lindt, Kraft, Suchard, Mars, pour faire de la barre chocolatée. Et ça, c'est des sociétés qui essayent souvent d'abaisser les prix du cacao, qui eux sont déterminés par la bourse. Hein. Une petite partie de la production de Mava est transformée dans le pays par la chocolaterie Robert qui exporte des plaquettes et en vend aussi sur place. Mais avec 90% de la population sous le seuil de pauvreté, rares sont les Malgaches qui peuvent déguster le chocolat produit sur leur île. Et cette trouvaille des briquettes de balles de riz pour remplacer le charbon de bois dans les ménages, c'est une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant, une solution pour lutter contre la déforestation et favoriser l'autonomisation de la femme rurale. Hassan Khan, Amadou Walter Ouattara, pour en parler. Un mélange de balles de riz et d'amidon de manioc. Une nouvelle technologie de combustible qui favorise les sous-produits du riz. Ces briquettes vont certainement remplacer le charbon de bois dans les ménages. Les balles de riz qui constituent une montagne de déchets donc, qui polluent notre ville, soit dans les villages, nous les brûlons. Donc dans un premier temps, pour évacuer ces déchets, c'est pour cela que le projet a été mis en œuvre. L'autonomie de la femme est un pan essentiel dans la valorisation de ces briquettes de balles de riz. La femme va se prendre en charge en vendant des briquettes. Avec ça, elles pourront s'occuper de leur famille. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant a décidé de s'impliquer dans la réussite du projet et surtout contribuer au ralentissement de la déforestation. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, le bois de chauffe disparaîtra au profit des briquettes de balles de riz. 1500 ménages des régions du Nzi, du Gor, de Gbeke, du Poro et du Tompi ont bénéficié du projet dont la phase d'extension s'est tenue à Bouaki. Occasion pour les bénéficiaires de partager leurs expériences. C'est moins salissant, c'est économique, ça donne moins de fumée quand c'est bien séché. En même temps qu'il aidera à protéger la forêt, il va également créer des emplois par l'aménagement de nos bas-fonds et la culture de riz. Les autorités politiques et administratives de Gbeke invitent les femmes à s'approprier ce projet pour leur autonomisation. Contribuer à la promotion des droits des enfants par l'engagement des hautes autorités et également à l'amélioration de la santé mère-enfant, objectif visé par l'Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies. L'organisation vient de lancer un programme national pour faire la promotion des pratiques familiales essentielles. Les explications de Davis Oyo et Franck Quadio. En Côte d'Ivoire, environ 240 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de malnutrition. Un constat alarmant selon l'Alliance des religieux contre le sida et les autres pandémies. L'ARCIP implique donc les autorités religieuses dans la promotion des pratiques familiales et actions essentielles en nutrition. Objectif, améliorer la santé de la mère et de l'enfant de 0 à 5 ans et pour mieux outiller ces autorités religieuses, un programme national est lancé. Les enfants ont besoin d'être en bonne santé, en très bonne santé. Ce sont des êtres très fragiles qu'il faut soigner, il faut en prendre soin pour leur épanouissement. Nous allons dans les mosquées, nous allons dans les temples, nous allons dans les églises, nous sensibilisons les communautés, nous leur donnons les bienfaits de l'allaitement maternel et nous leur donnons les principes qui sont dans le Coran et dans la Bible pour dire voilà les textes qui vous ordonnent d'allaiter les enfants de façon naturelle. La santé de la mère et de l'enfant,
Une préoccupation pour la représentation de l'UNICEF en Côte d'Ivoire. Nous accompagnons en chiffres financiers, si vous voulez, pour l'année 2017, environ plus de 150 millions de francs CFA en matière de communication, appui. Mais ça va au-delà de ça. C'est plus former une coalition pour les droits de l'enfant au sein de la société pour que chaque droit puisse faire valoir pour l'enfant en associant les leaders religieux. Pour rappel, l'ARCIP s'est engagé depuis 2009 dans la mobilisation des religieux en matière de stratégie de promotion de la santé pour le changement de comportement des populations. 80 encadreurs en formation pour le renforcement de leurs capacités, ceux avant une mission d'alphabétisation sur le terrain. Il est question à terme de réduire au mieux le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire. L'initiative de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Malika Koulibaly. La Côte d'Ivoire, 22 millions d'habitants selon le recensement de 2014. Au sein de cette population, plus de 12 millions d'analphabètes. Un chiffre qui constitue une entrave pour ce pays qui veut figurer d'ici peu au nombre des pays émergents. La rencontre à laquelle ces acteurs de l'éducation nationale prennent part pourrait donc être l'une des solutions à la problématique de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Ne laissons aucun pan de côté. Parents, enfants de certain âge, partout la cible se trouve, aller vers la cible, sensibiliser, informer, la motiver pour qu'elle vienne apprendre à lire et écrire. C'est important pour un pays qui aspire à l'émergence. Collecte de données, techniques d'animation des cours, engagement et ouverture d'esprit. Bref, presque tous les outils ont été donnés à ces 80 formateurs. Outils qui leur permettront de relever le défi de la réduction du taux d'analphabétisme. Nous allons répercuter cette formation auprès de nos amis sur le terrain, former les animateurs, ce qui va permettre de bonnes séances de formation des apprenants sur le terrain. Rappelons que la présente formation est une initiative de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Les 80 participants sont des cadres de la direction en question et des responsables des structures déconcentrées d'alphabétisation venus de toute la Côte d'Ivoire. Formation de l'éducation de la jeune fille en Afrique. La Miss Monde des adolescents effectue une visite en Côte d'Ivoire. Elle a échangé récemment avec les jeunes filles du lycée Mamie Fété de Bingerville. Elle a également offert des ouvrages scolaires et des kits informatiques aux meilleurs élèves de moins de 16 ans de l'établissement. Miss Monde des adolescentes 2016 au lycée Mamie Fété de Bingerville. Rib El Kadiri, âgée de 16 ans, hier pour échanger avec ses camarades sur son combat pour la promotion de l'éducation de la jeune fille. Cette Marocaine de 16 ans veut partager avec les élèves de ce lycée d'excellence sa vision pour un meilleur avenir de la jeune fille. Le message le plus important, je dirais, c'est qu'on peut obtenir et avoir tout ce qu'on se met sur la tête. Donc moi j'encourage beaucoup de jeunes filles ici qui veulent suivre leurs rêves et donc je l'encourage et ils peuvent réussir. Miss World Teen ou encore Miss Monde des adolescentes a profité de son passage au lycée Mamie Fété de Bingerville pour récompenser les meilleurs élèves de ce premier trimestre. Ces meilleurs élèves de moins de 16 ans reçoivent des kits scolaires et des tablettes numériques. Rib El Kadiri est accompagné dans son initiative par l'ONG FAZ, Force africaine pour la solidarité, l'éducation et le développement. Nous avons posé l'acte dans le but vraiment de les encourager, les amener à vraiment étudier, à comprendre que d'une manière ou d'une autre, ils ont du soutien quelque part. Le proviseur du lycée Mamie Fété de Bingerville a salué les actions de Miss Monde des adolescents 2016 et de l'ONG FAZ. Elle encourage donc les élèves à fournir plus d'efforts pour s'assurer un meilleur avenir. On leur donne des outils de travail, des livres, des sacs, des tablettes. C'est pour faire des recherches, c'est pour travailler. Donc ce n'est que ça. Leur demander de se mettre au travail pour vraiment être des femmes leaders de demain. Pendant son séjour en Côte d'Ivoire, Miss Monde des adolescentes 2016 va visiter différentes écoles et pouponnières d'Abidjan et de Jacquesville. Elle y fera également des dons. Commentaire signé Kwasi Mamadou. La Noël, c'était il y a 2 jours, mais la fête se poursuit pour les tout-petits. Je vous propose des échos de la célébration à Boaké, où des associations et autres organisations sociales ont apporté du bonheur à plusieurs enfants.
Deuxième édition de l'arbre de Noël dédié aux enfants du personnel du 1er bataillon du génie basé à Bouaké. Plus de 200 enfants, parmi eux les tout petits des écoles primaires et maternelles situées aux alentours de ce camp militaire, ont reçu des cadeaux. C'est une initiative du lieutenant-colonel Touré Sori, commandant le 1er bataillon du génie. L'action sociale qui vise à égayer les tout petits a été parrainée par Dr Yao Yolande, pharmacienne à Bouaké. Jeux et concours de danse ont meublé ce table de Noël 2016 tenu au stade du camp génie à Bouaké. À la maison des bébés de Ngatakro, le Père Noël a rendu visite aux tout petits pour apporter du baume au cœur des enfants orphelins ou abandonnés. Une initiative des responsables de ce centre. Les responsables des affaires sociales de Bouaké ont apporté leur soutien à ces enfants qui ont besoin également d'attention. 268 cadeaux. C'est le nombre de présents destinés aux enfants du personnel de l'université Alassane Ouattara. Un arbre de Noël initié par la mutuelle des travailleurs de la dite université. Cette année, la mutuelle a eu le soutien de la première dame Dominique Ouattara. Elle a offert des cadeaux à travers son organisation Children of Africa. Le président de l'université Alassane Ouattara, Kwame Lazare, a exprimé la gratitude de son institution à la première dame de Côte d'Ivoire qui permet aux enfants de la Mutao de passer un bon Noël. Noël des rêves pour les enfants de Minankro, village situé dans la commune de Bouaké. Les mômes ont reçu des cadeaux. Cette initiative est la première du genre à Minankro. Elle est à l'actif de l'association des femmes capables de Minankro, AFECMI. Une action qui vise à apporter de la joie au cœur de ces enfants en cette période de fin d'année. L'Arche de Bouaké a tenu à apporter la magie de Noël à ses pensionnaires. Le directeur de cette maison, qui accueille des handicapés psychomoteurs, a bénéficié du soutien de Monseigneur Arwana Siméon et d'autres bienfaiteurs. Des bienfaiteurs qui sont arrivés avec les mains chargées de cadeaux. Dans le cadre de ces activités, la Fondation Sacré-Cœur, en collaboration avec la paroisse Notre-Dame de la Paix de Ouélé, a offert des cadeaux à plus de 1000 enfants de cette commune. Pour Madeleine Yao, présidente de cette fondation, ces cadeaux viennent pour soulager ses enfants et leurs parents. Une messe d'action de grâce a été dite à cette occasion et un repas servi au terme de cette cérémonie de partage d'amour et de solidarité. Concours de danse, prestations d'artistes et cours de l'écriture braille pour la célébration de l'arbre de Noël à l'école primaire Notre-Dame des Apôtres de la cathédrale de Bouaké. Au total, 300 enfants en situation de handicap et enfants de personnes handicapées ont reçu des cadeaux à cette occasion. Une fête initiée par l'Orambé, organisation régionale des aveugles et malvoyants de Bouaké, en collaboration avec la Caritas, une ONG de bienfaisance pour donner de la joie à ces enfants vulnérables. Hors de chez nous, en Gambie, Adama Barrow se prépare à prendre les rênes du pays. Le président élu qui sera investi le 19 janvier prochain annonce un plan de développement national. Et Adjamé, le président sortant dont le mandat expire justement ce 19 janvier, refuse toujours de céder le pouvoir alors qu'il a été battu aux urnes. Il a même déposé un recours devant la Cour suprême pour faire annuler le scrutin du 1er décembre. En République démocratique du Congo, les évêques tentent toujours de trouver une issue à la crise politique. Les négociations entre majorité et opposition sous l'égide de l'Église catholique reprennent le 29 décembre. Et cette bonne nouvelle pour les anciens combattants, quelques centaines de vétérans sénégalais qui se sont battus sous le drapeau français seront naturalisés. Ceux-ci bénéficient déjà de la pension et 50 ans après, il s'agit maintenant d'une injustice réparée. Abou Sanogo. Il a précieusement sauvegardé certains documents d'époque. À 88 ans, Yoro conserve un souvenir intact de ses années passées dans les rangs de l'armée française. Il garde en mémoire la bataille du Tonkin, la plus difficile de sa carrière militaire. C'était la guérilla. Ce n'était pas une guerre frontale. Si vous avez l'ennemi devant vous, vous pouvez vous défendre, savoir. Mais là-bas, c'est une guérilla. Alors, une guérilla, ils utilisaient tous les moyens. J'ai perdu beaucoup de camarades en Indochine. Beaucoup de Français, Européens, qu'Africains. Ancien du 24e régiment des tirailleurs sénégalais, il a combattu en Indochine puis en Algérie. Depuis toutes ces années, Yoro perçoit bien sa pension d'ancien combattant. Mais il n'a jamais pu obtenir la nationalité française.
Une revendication qu'il partage avec un groupe de tirailleurs sénégalais qui vivent dans ce foyer de Seine-Saint-Denis. Tous ont le sentiment d'avoir été délaissés par l'État français. Quand on était recruté dans l'armée française, on nous considérait comme des Français. Mais quand on a quitté l'armée française, on est Sénégalais. Une situation qui a touché Aïssa Tassek, elle-même petite fille d'un tirailleur sénégalais. Élue socialiste à Bondy en charge des anciens combattants, elle s'est impliquée pour les soutenir dans leur démarche. Monter les dossiers, c'est ce qu'il y a de plus long parce que quand ils reçoivent le dossier avec les demandes de pièces à fournir, eux doivent soit retourner au Sénégal, soit voir avec leur famille au Sénégal pour voir dans quelle mesure ils peuvent récupérer un certain nombre de documents. Le plus difficile, c'est l'acte de naissance des parents ou des grands-parents. Ça, c'est juste impossible à avoir, sachant qu'à l'époque de naissance de leurs parents, donc je parle bien des parents des tirailleurs sénégalais, il n'y avait pas de registre. Sans résultat, l'élu est passé à la vitesse supérieure. Elle a lancé une pétition qui a recueilli plus de 60 000 signatures. En réponse, elle a finalement reçu une lettre du chef de l'État. C'est forcément l'aboutissement de l'action et surtout c'est un écrit, c'est un papier officiel, donc on ne peut pas revenir en arrière. Le sentiment, c'est d'avoir ce que nos anciens n'ont pas eu. Le 14 n'ont pas eu, ils l'ont cherché, pourtant ils ont demandé. Ceux de 39-45 n'ont pas pu l'avoir. Et si ça tombe, nous sommes la troisième génération, l'Indochine et l'Algérie. Nous sommes vraiment satisfaits. Cette procédure de naturalisation devrait concerner quelques centaines de vétérans encore vivants. En Turquie, le procès des présumés participants au coup d'État manqué du 15 juillet dernier s'est ouvert aujourd'hui. Une trentaine de policiers sont jugés pour avoir refusé de défendre le président Recep Tayyip Erdogan. Ils risquent entre 15 ans de prison et la perpétuité. La tentative de coup d'État avait fait près de 270 morts et 2000 blessés. Michel Digré. Il s'agit du procès le plus important à ce jour depuis le coup d'État manqué, même si d'autres procès ont déjà commencé dans plusieurs villes de Turquie. Plus de 40 000 personnes ont été arrêtées depuis le 15 juillet. Les 29 accusés sont jugés dans la plus grande salle d'audience du pays, dans un bâtiment situé en face de la prison de Silivri, à la lisière de la métropole turque. Dans la salle, il y a des familles assises dans le coin des observateurs. D'un côté, sur une plateforme, il y a les avocats de la défense qui participent au procès. Nous autres participons en tant qu'intervenants du barreau, c'est-à-dire au nom du peuple, de la société civile. Les premières audiences doivent durer 4 jours. Ces policiers sont accusés d'avoir refusé d'obéir à des ordres leur intimant de défendre le président Erdogan la nuit du putsch manqué. Plus aucune organisation, plus aucun groupe ne pourra s'immiscer dans l'État pour tenter de mener un putsch. C'est ce que va permettre ce procès. 21 des accusés risquent jusqu'à 3 peines de prison à perpétuité. Les 8 autres risquent 15 ans d'enfermement pour appartenance à une organisation terroriste armée. Et pour terminer, la principale boîte noire de l'avion militaire russe qui s'est écrasé le 25 décembre dernier en mer Noire a été retrouvée. Elle a été envoyée en Russie pour des analyses afin de déterminer les causes du drame. On évoque notamment une erreur de pilotage ou une défaillance technique de l'avion, mais seule l'analyse des données pourrait permettre d'en savoir un peu plus sur ce crash qui a endeuillé la Russie. L'avion avait à son bord 92 personnes. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, 6h30.